Bonjour, aujourd'hui on va parler de la chimiothérapie antimicrobienne. C'est quoi ça? Ben, en gros, c'est la description des différents types d'antibiotiques, antifongiques, antiviraux, anti-helminths, bref, tous les antimicro-organismes, ok, que l'on connaît, ben, pas que l'on connaît, mais qui sont surtout utilisés dans le milieu dentaire. On va expliquer un petit peu comment ils fonctionnent. On va parler des dosages, même si ce n'est pas nécessairement important pour vous de connaître ces dosages-là. Donc, juste pour que vous ayez là une idée globale un petit peu de tout ce qui peut être utilisé là, pour traiter des infections chez l'humain. Un petit historique pour commencer. Okay, les antibiotiques, là, ça ne fait pas 300 ans que ça existe, okay, ou du moins ça ne fait pas 300 ans que l'humain en a pris conscience et les a découverts et les a exploités. Donc, en 1928, okay, Alexander Fleming, qui faisait des recherches, des études okay, sur la croissance de la bactérie S. aureus, avait laissé des plats de pétri. C'est un peu un accident jusqu'à un certain point. Là. Avait laissé des plats de pétri sur sa table de travail. Des moisissures sont tombées dedans. Puis ce qui est arrivé, okay, c'est qu'il a remarqué, okay, je vais faire un petit schéma. Là. Supposons que donc, vous avez un plat de pétri, puis normalement il devrait y avoir de la croissance sur toute la surface, par exemple. Okay? Mais là, il arrive à un moment donné, puis ici, il y a une moisissure. Mais tout autour de la moisissure, okay, donc là, l'espèce de barbeau que je fais, ça c'est la croissance des bactéries. Là. Donc les bactéries ont poussé un peu partout. Okay, donc ça c'est les bactéries. Puis ça ici, c'est les moisissures. Okay? Puis là, il y a un espace entre les deux. Okay? Il y a quelque chose qui est arrivé. Donc, Fleming, au lieu de tout jeter et de dire, bon, mon expérience est foutue, il s'est intéressé à qu'est-ce qui a provoqué ça ici. Pourquoi il y a un espace entre la croissance des moisissures puis la croissance des bactéries. C'est là-dedans qu'il a remarqué ou qu'il a trouvé la présence d'une molécule. Puis cette molécule-là, ben, c'était la pénicilline. Okay? Donc, une substance qui était sécrétée par la moisissure qui s'attaquait à la bactérie. En 1940, Foley Chain, okay, c'est eux qui mènent à bien les premiers essais cliniques sur la pénicilline. Et quelques années plus tard, avec Fleming, ce trio-là va recevoir le prix Nobel okay, de médecine pour leur découverte. Cette découverte-là, c'est majeur. Okay? Si vous regardez l'année aussi, là, on est en début de Deuxième Guerre mondiale. Cette découverte-là va permettre de sauver beaucoup de vies pendant la guerre, okay? Parce que ça va être un nouveau type de traitement contre les infections bactériennes. Okay? Donc, quand on parle d'un antibiotique, okay, pour donner une définition plus large, là, donc c'est une substance produite par un micro-organisme qui, en petite quantité, inhibe, donc bloque, okay, la croissance d'un autre micro-organisme. Puis la moitié des antibiotiques que nous utilisons sont produits par des bactéries du genre Streptomyces, okay, ou des dérivés de ces antibiotiques-là. Okay? Donc souvent, ce sont ou bien des moisissures ou bien des bactéries qui produisent des antibiotiques. Oui, des bactéries peuvent produire des antibiotiques, même si ça semble paradoxal. Quand on parle du spectre d'action antimicrobienne, okay, donc on veut savoir à quel type de bactérie, par exemple, l'antibactérien va s'attaquer. Donc, est-ce qu'il va s'attaquer aux bactéries seulement gram plus? Donc, ça serait un spectre étroit. Est-ce qu'il va s'attaquer seulement aux bactéries gram moins? Spectre étroit aussi. Mais est-ce qu'il s'attaque aux deux? Okay? Autant aux bactéries gram plus qu'aux bactéries gram moins. Donc là, on parle d'un spectre d'action plus large. Donc, l'agent germicide doit attaquer le micro-organisme mais ne pas être toxique pour l'autre. Ça, c'est quand même important. Okay? Si on prenait un antimicrobien, un antibactérien, puis qu'il attaquait nos propres cellules, bien, ça serait moins profitable. Okay? Si on a des effets secondaires graves, on n'en voudrait pas. Mais si l'antibiotique s'attaque à la bactérie et puis laisse nos cellules tranquilles, bien là, on va être pas pire. Donc, par exemple, pour les spectres d'action, la pénicilline va tuer principalement les grammes plus, mais un peu les grammes moins. Okay? On se rappelle que la pénicilline attaque surtout les grammes plus en raison de leur épaisse couche de peptidoglycane et la pénicilline inhibe cette synthèse de peptidoglycane-là. Les grammes moins peuvent être affectés, mais dans une moindre mesure. Okay? On peut le vérifier même en laboratoire. Là, vous placez des pastilles de pénicilline sur une gélose sur laquelle vous avez mis des bactéries gram plus. La zone d'inhibition autour de la bactérie va être beaucoup plus grande qu'elle ne le serait chez les bactéries gram moins. Voilà.
Aussi, ouais, puis l'utilisation de pénicilline contre les grammois risque d'entraîner la libération d'endotoxines, donc les fameux LPS, avec le lipide A qui pourrait être, dans le fond, la cause d'une augmentation de la fièvre. Donner un exemple pour les antibiotiques à large spectre. Donc, pénicilline, techniquement, là, c'est limite spectre étroit, là, parce que son action est vraiment plus forte pour un type de micro-organisme. Tandis que large spectre, on a la famille des fluoroquinolones, on va y revenir tout à l'heure, dont la ciprofloxacine. Cet antibiotique-là va tuer autant les bactéries gram-plus que gram-moins, parce qu'il va s'attaquer à une structure qui est commune aux deux, donc la synthèse de leur ADN. Donc, quelles sont les cibles ou les mécanismes d'action des antimicrobiens? Donc, par exemple, donc là, ce que vous cherchez sur l'image, c'est les petits carrés jaunes. Donc, est-ce qu'on bloque la synthèse de la paroi cellulaire? Donc, est-ce qu'on attaque le peptidoglycane? Donc ici, là, c'est le peptidoglycane qui est principalement attaqué. Donc, les pénicillines, céphalosporines, bacitracines, vancomycines vont s'attaquer à cette structure-là. Inhibition de la synthèse des protéines, chloramphénicol, érythromycine, tétracycline, streptomycine. Donc ici, on va bloquer la synthèse des protéines. Donc souvent, on va s'attaquer au ribosome. Ensuite, inhibition de la synthèse de certains métabolites essentiels, donc certaines enzymes spécifiques. Donc les sulfanylamides, trimétroprime, sont là-dedans. Celui-là ici, détérioration de la membrane plasmique, vous le connaissez. En fait, un exemple commun, là, c'est le polysporin. On va l'utiliser, par exemple, là, comme crème sur une blessure, coupure. On a même du polysporin pour les yeux. Donc, dans ce cas-ci, là, c'est l'agent actif là-dedans, c'est la polymyxine B qui s'attaque à la membrane cellulaire. Ensuite, inhibition de la réplication, de la transcription des acides nucléiques. Donc, les quinolones, fluoroquinolones, rifampicine, donc bloquent la synthèse de l'ADN. Ça, généralement, ce sont des antibiotiques à large spectre. Ici, pas besoin d'apprendre tout ça par cœur, là, ça vous donnerait mal à la tête de toute façon, mais j'ai donné des exemples d'antibiotiques utilisés en médecine dentaire. Puis j'ai même donné les dosages. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui aurait, vous avez dans le fond le niveau ou la gravité de l'infection, donc modéré, grave, puis sévère. Si la personne, ça c'est important, est-ce qu'elle a des allergies ou non à certains antibiotiques? Donc, si elle n'en a pas, elle peut recevoir de la pénicilline. Puis là, je vais juste donner un exemple pour la prescription. Là. Donc, 30 comprimés. Prendre 2 comprimés stat, ça veut dire immédiatement, plus 1 comprimé quid fois 7 jours. Donc, c'est 1 comprimé 4 fois par jour, pendant 7 jours. Donc, 4 fois 7, 28, plus les 2 stats, donc 30 comprimés. Amoxicilline, dosage de 50 mg, 21 comprimés. Prendre 1 comprimé, TID, ça veut dire 3 fois par jour. Puis si on a des allergies, ben, ça va être un autre antibiotique, donc la clarithromycine ou le Biaxin. Je suis sûr que je vais vous montrer une photo du Biaxin, ça va vous rappeler des trucs. Donc, dans ce cas-ci, c'est 14 comprimés, 1 comprimé, quand vous voyez Q, ça veut dire chaque, donc à toutes les 12 heures pendant 7 jours, etc. Donc, les autres, vous pouvez les regarder. C'est des antibiotiques différents. Ces antibiotiques-là, je vais les décrire dans les diapos qui vont suivre. Métronidazole, c'est un antibactérien, oui, mais peut servir aussi pour s'attaquer à d'autres types de parasites. Donc, c'est une molécule qui s'attaque à plus d'un type de micro-organisme. Puis, quand souvent les infections sont sévères, ben, on va référer en milieu hospitalier, donc pour s'assurer qu'on prend soin du patient correctement. Là. Parce que des fois, quand c'est sévère, ça peut affecter autre chose que la bouche, donc on ne prend pas de chance. Donc, je vais décrire sommairement les différents groupes d'antibiotiques. Donc, pour commencer, ce qu'on appelle les bêta-lactames, c'est une famille d'antibiotiques. Vous avez la structure chimique qui est là. Pas besoin de l'apprendre de toute évidence, ce n'est pas un cours de chimie. Donc, les pénicillines vont s'attaquer entre autres aux bactéries gram-plus. Puis regardez l'image qui est là. Ça ressemble un petit peu à ce que, ou on peut imaginer que ça ressemble à ce que Fleming aurait vu dans ses plats de pétri. Donc, on a la pénicilline qui est ici. Vous avez le streptocoque, puis regardez, on voit une ligne. Donc, il n'y a pas eu de croissance ici.
Puis oui, la personne a mis des bactéries partout, mais quand on met la pénicilline, il y a vraiment une zone d'inhibition et plus pas la bactérie, mais plus la moisissure se développerait, probablement qu'elle pourrait tuer les autres bactéries aussi. Okay? Donc, ce sont quand même des molécules assez puissantes, tant et aussi longtemps que la bactérie ne devient pas résistante. Okay? Ça, c'est autre chose. On va en parler à la fin de ce chapitre-ci. Quand les bactéries deviennent résistantes, bien là, on a un problème. Mais autres bêta-lactam, la céphalosporine puis l'ampicilline aussi, qui sont des antibiotiques du même type ou de la même famille. Microscope, électronique, on voit des photos intéressantes. Donc, traitement de bactéries, dans ce cas-ci, ce serait des bacilles. On s'imagine gram positif. Donc, avant l'antibiotique, la bactérie a une forme normale, mais regardez après ça. Il y a littéralement des trous, des pores qui se forment dans la bactérie. La bactérie va mourir dans les minutes qui vont suivre. Vancomycine, regardez la taille de cette molécule-là. Donc, c'est une molécule qui est très, très grosse. Puis, en raison de cette taille-là, elle n'entre pas facilement dans les pores de la membrane externe des bactéries gram-. Donc, la vancomycine, pour traiter des bactéries gram-, ce n'est pas une bonne idée. Ça va être surtout pour traiter les bactéries gram+. Efficacité par voie orale va être plutôt faible. Donc, c'est un antibiotique qui ne sera pas administré, on va dire, facilement à la maison. Il faut recevoir un antibiotique comme celui-là à l'hôpital ou du moins en présence d'une infirmière qualifiée pour faire les injections. Les aminoglycosides, ça c'est une autre famille d'antibiotiques. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur ces antibiotiques-là quand j'étais à la maîtrise parce que nous, on voulait tuer des bactéries, surtout gram-. Donc là, dans ce cas-ci, on s'attaque aux ribosomes. Donc là, j'ai donné des exemples. Tobramycine, gentamicine, kanamycine, streptomycine. Puis juste, si vous voulez comprendre là, pourquoi est-ce que j'ai fait une erreur, là? Des fois, j'ai mis des I, des fois, j'ai mis des Y. Ça dépend de l'espèce d'où proviennent les antibiotiques. Donc, quand ça vient de Streptomyces, ça finit par mycine avec un Y. Puis quand c'est dérivé de Micromonospora, ça finit par comme icine avec un I. Donc, gentamicine proviendrait de ce micro-organisme-là, tandis que les trois autres viennent du Streptomyces. Donc, aminoglycosides, on s'attaque au ribosome. Tétracycline, ça va être le même principe. Vous avez une petite animation en bas à droite. Ce que vous voyez là-dessus. Donc, on a un ARN messager. Donc, la bactérie produit l'ARN messager pour faire les protéines. Les ribosomes qui sont là, les deux trucs, on va dire, orange qui sont là. Donc, ça, ce sont les ribosomes. Et ce qu'on voit en vert, c'est ce qu'on appelle des ARN transferts. Donc, eux, leur job, c'est d'amener les acides aminés au ribosome pour qu'ils puissent fabriquer la protéine à partir de l'ARN messager. Donc, l'ARN messager, dans le fond, c'est le plan qui dicte au ribosome quelle protéine produire. Mais quand on prend de la tétracycline, ce que ça fait, c'est que ça vient bloquer une partie du ribosome. Donc, dans ce cas-ci, on va empêcher la bactérie de bien produire ses protéines. Puis, une chose importante, dans le cas des tétracyclines, ce sont des antibiotiques bactériostatiques. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont pas nécessairement tuer la bactérie, mais ils vont en bloquer le développement. Les macrolides, comme l'érythromycine, donc ça, c'est une famille quand même assez large. Ce sont des produits qui sont assez efficaces. Donc, les produits pénètrent très bien dans certains tissus, même jusqu'aux os. Puis, ça s'attaque, encore une fois, au ribosome, donc à la synthèse protéique. Je donne un exemple aussi d'un antibiotique connu, le Biaxin. Le Biaxin ou clarithromycine fait partie des macrolides. Et ça, c'est un antibiotique de remplacement, souvent qu'on va utiliser lorsque les personnes sont allergiques à la pénicilline. Je vous montrerai quand on fera le chapitre là, sur les allergies en fin de session avec le système immunitaire. Je vais vous montrer des photos de mon fils Jonathan, encore une fois, un exemple avec mon fils qui a développé une allergie à la pénicilline. Donc, éventuellement, on a dû faire le changement pour le Biaxin lorsqu'il a eu des infections bactériennes. Donc, le dosage du Biaxin va dépendre de l'état de santé du patient ou si c'est un enfant, souvent on va baser le dosage sur son poids. Donc, ça va être tant de millilitres pour un enfant de je sais pas moi, 40, 50, 60 livres, etc. Les effets secondaires, puis les effets secondaires souvent là, sont assez communs pour la plupart des antibiotiques, entre autres les diarrhées. Pourquoi? Parce que quand on prend un antibiotique,
que ce soit pour une infection buccale, une infection pulmonaire, une infection digestive, une infection cutanée, peu importe. Okay, les bactéries du gros intestin vont être affectées. Donc, il y a une grande partie qui va mourir, ça va créer plein de chamboulements dans votre corps, donc ça se peut que ça provoque des diarrhées. Okay, c'est un symptôme ou un effet secondaire, somme toute, normal, parce que dans le fond, on tue des bactéries. Okay? Peut interagir négativement, donc ça, c'est des choses que le pharmacien va vérifier si vous prenez d'autres médicaments, donc il y a des interactions parfois négatives entre certains produits. Donc, la colchicine, on en a parlé un petit peu de ce médicament-là là, pour le traitement de la COVID-19. Là, ça a plus ou moins été prouvé que ça fonctionnait bien, mais quand même, la colchicine, c'est un anti-inflammatoire utilisé pour traiter la goutte. Okay? Donc, quand vous avez trop d'acide urique dans le sang, ça peut créer des douleurs importantes, de l'inflammation au niveau, entre autres, des pieds, des orteils. Donc, on prend la colchicine pour ça. Mais si vous avez à prendre la colchicine, puis vous avez une infection bactérienne et qu'on vous prescrit de la clarithromycine, ben, il va y avoir des interactions entre les deux, puis ça va nuire, un va nuire à l'autre. Chloramphénicol, ça c'est un antibiotique qui est extrêmement puissant, okay? Mais on limite son utilisation parce qu'il peut causer de la toxicité au niveau du système nerveux, donc ce n'est pas nécessairement quelque chose que l'on souhaite. Okay? Il va être utilisé en laboratoire aussi pour diverses raisons, mais entre autres là, pour le corps humain, on peut l'utiliser pour traiter des infections oculaires. Mais c'est un antibiotique très puissant qui fonctionne bien. Okay? Si on évitait, disons, la toxicité, ce serait un bon choix. Puis c'est un antibiotique qui rentre beaucoup dans les tissus. Donc, ça, par exemple, même le tissu nerveux, parce que normalement, au niveau de votre cerveau, ce n'est pas toutes les molécules qui se rendent là. Parce que la barrière hémato-encéphalique, donc il y a des molécules qui circulent dans votre sang qui ne peuvent pas atteindre votre cerveau. Okay? Mais dans ce cas-ci, on pourrait. Polymyxine B, je n'ai parlé tantôt, le polysporin, donc c'est l'agent actif antimicrobien, antibactérien, je devrais dire, parce que parfois il y a un antifongique aussi présent dans le polysporin, mais l'antibactérien, okay, polymyxine B, détériore, oui, la membrane cellulaire ou la membrane plasmique. Donc, cette crème-là, moi, c'est une crème que je vais utiliser souvent si, par exemple, mes enfants se blessent, vont s'érafler la peau en tombant par terre, les genoux, les coudes, etc. Donc, moi, je vais utiliser cette crème-là pour... ça accélère, dans le fond, la guérison, parce qu'en ayant moins de micro-organismes, il peut y avoir moins d'inflammation, ça protège la plaie, donc il y a des avantages à ça. Maintenant, autre cible, on va le dire comme ça, donc les inhibiteurs de synthèse d'acide nucléique, donc on bloque la synthèse de l'ADN. La rifampicine, okay, j'en glisse un mot parce que quand j'étais au secondaire, okay, il y a eu un cas de méningite bactérienne grave. Okay, dans le fond, c'était un de nos chums qui a été au moins plusieurs semaines, sinon mois, à l'hôpital. On a craint pour sa vie. Donc, tous les étudiants qui étaient dans ses classes, okay, ou qui étaient en contact avec lui dans l'autobus ou des amis proches, on a tous dû prendre de la rifampicine. La rifampicine, donc, c'est un antibiotique à large spectre qui va tuer pas mal toutes les bactéries. Mais ce qui était particulier, okay, puis on peut se permettre d'en rire parce que, comme j'ai dit, l'étudiant en question se porte bien maintenant. En tout cas, du moins, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de lui, mais peu importe. Okay, au secondaire, tout s'est bien déroulé. Donc, ça colore l'urine, les selles, la salive, donc toutes vos sécrétions biologiques sont teintées en orange. Donc, vous pouvez imaginer là, quand les garçons on allait tous uriner, puis que tout le monde fait pipi orange fluo, c'est un peu particulier. Si vous allez dans votre classe de gym, c'est pas le temps de mettre un chandail blanc à ce moment-là, parce que dans le fond, vous allez suer, puis il va devenir orange, votre chandail. Donc, c'est ça. Fait que c'était particulier, mais ça fonctionnait bien. Puis, il n'y a pas eu d'autres cas de méningite, là, à mon souvenir du moins. Puis, comme je vous dis, l'autre étudiant a bien survécu à l'infection, puis a bien répondu au traitement. Quinolone, fluoroquinolone, okay, un antibiotique bien connu, c'est la ciprofloxacine. Donc, large spectre, va bien fonctionner, mais il faut faire attention. Okay? Déconseiller aux enfants, ados et femmes enceintes car ça nuit à la croissance du cartilage. D'ailleurs, ça peut même causer des problèmes articulaires chez les personnes en santé. Okay? Donc, il ne faut pas utiliser ou surutiliser cet antibiotique-là
peut provoquer aussi des problèmes neurologiques. Donc, vous pouvez cliquer là, sur le lien des dangers et effets secondaires. Vous allez avoir de l'infection là-dessus. De l'infection, oui. De l'information, beau lapsus. On parle d'infection. Donc, on traite l'infection et on veut de l'information. Okay? Puis, vous avez une petite vidéo aussi qui explique le mode d'action et de résistance à ces antibiotiques-là. Donc, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus. Une petite vidéo, petite animation. Okay? Donc, on a l'enzyme, donc la cible de l'antibiotique. Quand l'antibiotique se fixe dans sa cible, ça déforme une autre structure de l'enzyme. Et à ce moment-là, l'enzyme ne peut plus faire son travail, donc capter, dans ce cas-ci, son substrat. Donc, probablement un nucléotide, okay, parce que l'enzyme, souvent, c'est pour faire de l'ADN. Donc, comment ça fonctionne? Ça va recommencer, là. Donc, le site qui est là, le site où l'antibiotique se lie, on appelle ça un site allostérique. Donc, en se fixant à cet endroit-là, l'antibiotique déforme la protéine, donc l'enzyme, et à ce moment-là, l'enzyme ne peut plus effectuer son travail normalement. Certaines bactéries qui deviendraient résistantes à cet antibiotique-là, ce qui va arriver souvent, c'est que, je vais attendre que ça recommence, c'est que ce site-là pourrait être déformé. Donc, par exemple, il pourrait y avoir une mutation dans l'ADN de la bactérie. Ça fait en sorte que l'enzyme n'a plus la même forme, et là, l'antibiotique ne se fixerait plus correctement dedans. Donc, à ce moment-là, la bactérie deviendrait résistante. Les antiviraux maintenant. Okay, on va en voir plusieurs qui sont très utiles au niveau buccal ou lorsqu'il y a une infection au niveau des lèvres, de la bouche, etc. L'aciclovir. Okay, là, encore une fois, vous avez toutes les prescriptions, mais je ne vais pas nécessairement vous faire apprendre tout ça par cœur. Là. Donc, 60 comprimés, 2 comprimés, 3 fois par jour pendant 10 jours. Puis, il y a aussi de la crème pour l'herpès labial, donc les feux sauvages. Vous pouvez utiliser ça aussi. Puis, ça peut être aussi utilisé pour traiter le zona. Donc, l'aciclovir, c'est un antiviral assez fréquent. Je pense que j'ai une animation ou une image un petit peu plus loin. OK, ouais. Donc, le mode d'action, un peu comme on l'a vu pour les fluoroquinolones chez les bactéries. Mais l'action de l'aciclovir, c'est un petit peu le même principe. Là. Ça va nuire à la synthèse. Donc, l'ADN polymérase est inhibé par le faux nucléotide. La réplication de l'ADN viral cesse. Donc, ça vient bloquer, ça vient nuire la synthèse du génome viral ou de la réplication du génome viral. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Il faudrait que je replace cette image-là. L'autre, le valaciclovir, dis-je, okay, connu sous le nom de Valtrex. Donc, lui aussi, ça va être pour traiter l'herpès labial. Ça peut être aussi, on peut l'utiliser en prophylaxie pour des traitements dentaires ou de l'exposition au soleil. Donc, si vous savez que vous allez être exposé au soleil ou vous partez en voyage, puis que vous savez que vous avez tendance, on va le dire comme ça, à avoir des feux sauvages lors des premières journées d'exposition, disons, soutenues au soleil. Donc, vous pouvez le prendre de façon prophylaxique, donc en prévision de que les virus commencent à s'activer. Et si vous le prenez un petit peu avant ou pendant le début de l'éruption du feu sauvage comme tel, ben, ça va limiter l'ampleur, l'aspect des lésions au niveau de la bouche. Docozanol, vous le connaissez sous le nom d'Abreva. Okay, encore un traitement de l'herpès labial, activité contre les virus enveloppés, dont les herpès viridés. Panciclovir, okay, ou Danavir, même principe aussi encore, c'est une crème contre l'herpès labial. Là, encore une fois, pour expliquer les prescriptions. Donc, appliquer sur la lésion, quand vous voyez le cul, là, ça veut dire chaque 2 heures pendant 4 jours. Donc, aux 2 heures, vous mettez un petit peu de crème, vous faites ça pendant 4 jours. Remdesivir, celui-là, okay, c'est un antiviral dont on a parlé beaucoup plus, on va dire, cet été. À la base, okay, c'est un antiviral qui avait été développé contre Ebola. Mais avec la crise de la COVID-19, ben, on a commencé à faire des tests okay, sur les divers antiviraux que l'on possédait déjà okay, pour voir s'il ne pourrait pas y avoir un effet positif. Le Remdesivir, c'est le premier antiviral qui a été officiellement homologué puis accepté par Santé Canada. Okay? Cependant, il y a des restrictions. Okay? Ce n'est pas dès que vous avez un diagnostic positif de COVID-19 qu'on va vous donner du Remdesivir. C'est vraiment pour les patients qui sont en phase aiguë, qui ont des problèmes graves, qui sont sous respirateur. Okay? Donc, vraiment ceux qui sont les plus attaqués, on va le dire comme ça. Puis, il faut
avoir 12 ans et plus ou peser plus de 40 kg. Okay? Donc, il y a vraiment des contraintes à ce niveau-là. Mais c'est parce que le remdesivir, ce n'est pas nécessairement le médicament le plus sécuritaire, on va le dire comme ça. Il peut causer des problèmes, des effets secondaires. Donc, il faut quand même que la personne ait une certaine constitution là, pour pouvoir réussir à résister à ça. Je vous invite à aller voir, en fait, je vais juste l'ouvrir le début, là, une petite capsule que j'ai faite sur le sujet. Okay? Santé Canada a approuvé l'utilisation du Remdesivir, un médicament antiviral, pour lutter contre la COVID-19. Donc, vous pouvez, là, dans le fond, je vous la montre vite, vite. Donc, c'est ça. Vous pouvez aller voir, j'explique comment ça fonctionne. Je vais même expliquer Donc, on voit ici comment ça l'ARN. fonctionne, comment ça fonctionne dans la cellule. Génétique. Donc, je me suis amusé à faire ça cet été là, quand c'est sorti aux nouvelles. Donc, soyez curieux, allez voir ça. Maintenant, les antifongiques. Donc là, on s'attaque aux mycètes, moisissure, levure, probablement plus levure. Okay? Donc le nystatin, okay? Qui peut être soit une crème ou en liquide. Donc, va traiter entre autres les candidoses, stomatites prothétiques. Donc, on va rincer la bouche si c'est la solution que l'on peut prendre en gouttes. Okay? Sinon, on peut appliquer la crème sur les lésions. Mycologue, okay? Donc c'est un mélange, donc c'est du nystatin, mais on rajoute une autre molécule. Okay? Donc, pour le traitement de la chélite angulaire, donc quand il y a des lésions au coin des lèvres, développement de levure, encore une fois, surtout qui peuvent causer ces problèmes-là. Donc, on va appliquer ce produit-là pour accélérer la guérison. Fluconazole, okay? Donc là, on traite, oui, des infections antifongiques buccales, mais ça peut être utilisé aussi pour des infections dites systémiques, donc qui peuvent être partout dans le corps, okay? Poumons ou ailleurs. Donc ça, fluconazole, lui, va être par voie orale, okay? Les prescriptions, là, je peux vous épargner un petit peu là, de 2 comprimés stade, donc 2 comprimés immédiatement, okay? Un comprimé ensuite par jour pendant 14 jours, donc 16 comprimés total. Kétoconazole, okay, ou Nizoral, peut-être que vous connaissez ce nom-là. Okay? Pourquoi on le connaîtrait dans le fond? C'est qu'il existe aussi en shampoing. Okay? Donc, si vous avez des pellicules, okay, pas juste 3-4 pellicules, là, genre de peau sèche, là, puis vous avez 3-4 petits grains sur votre chandail là, okay, ou votre chemise, dans certains cas, okay, il y a vraiment une attaque fongique intense au niveau du cuir chevelu et ça peut créer vraiment beaucoup de pellicules, d'esquamation de la peau. Donc, il y a des shampoings okay, un petit peu plus puissants que le Head Shoulders. Je crois que le Head Shoulders aussi a un antifongique à l'intérieur, donc je ne veux pas minimiser de son impact, mais il y a des produits qui sont plus puissants justement pour traiter ces problèmes-là. D'autres types d'antifongiques, okay, donc les polyènes ou l'amphotéricine B, qui va s'attaquer à une structure qu'on appelle le stérol. Donc, c'est une structure qui est présente chez les mycètes. Donc, en s'attaquant à ça, on détruit les mycètes et on laisse le reste tranquille. Les azolés, qui est comme le myconazole, pour traiter le pied d'athlète. Ça peut traiter même les vaginites. La griséofulvine, pour les infections du cuir chevelu et des ongles. Okay? Donc, la fameuse mycose des ongles, on peut la traiter avec ça. Pour les protozoaires, cette fois, okay, donc le métronidazole, okay, puis là, si ça vous stresse, okay, je vais faire une petite parenthèse de tous les noms de médicaments, à quoi ça s'attaque et tout. Là. Souvent, dans les examens, je vous donne droit à un tableau ou une feuille résumée de ces produits-là. Okay? Donc, je vais plus utiliser des questions, par exemple, de mise en situation pour voir si vous comprenez quel médicament devrait être utilisé à quel moment. Mais je ne vous demande pas d'apprendre tous les noms. Puis en plus, c'est des noms bizarres souvent là, de médicaments, d'antibiotiques, d'antifongiques, etc. Okay? Donc, les antiprotozoaires, okay, comme le métronidazole, okay, vont s'attaquer entre autres à Trichomonas. Okay, donc, on le voit ici. Okay. On a aussi, ils sont peut-être plus connus ceux-là, les quinines ou les chloroquines. Ce sont des produits dans ce cas-ci qui s'attaquent aux parasites
de la malaria. Okay? Donc, on l'a ici. Donc, c'est des antipaludismes. À la base, c'est une substance quand même là, qui est naturelle, qui provient de la plante. Okay? Chloroquine, hydroxychloroquine, encore une fois, je fais une petite parenthèse, on a fondé des espoirs, je vais le dire comme ça, sur ce médicament-là lorsque la COVID a commencé à frapper. Il y a eu des tests qui ont été réalisés, il y a des études qui disaient que c'était merveilleux, que ça fonctionnait bien, il y a des études qui ont dit que ça ne changeait pas grand-chose. Bref, okay, ce sont des résultats mitigés. Vous avez même le président américain Trump là, qui disait, il se vantait d'en prendre puis que tout allait bien. OK, peut-être. Mais il faut savoir que l'hydroxychloroquine, vous ne pouvez pas prendre ça comme des bonbons pendant des années. Okay? Ça peut quand même entraîner certains problèmes là, au niveau rénal, du foie, etc. Donc, à la base, okay, c'est un médicament contre le paludisme. Moi, j'ai pris ce médicament-là à 4 reprises, 4 ou 5, okay, 3 fois pour aller au Guatemala, 1 fois au Pérou, okay, tous des voyages avec des étudiants. Donc, on prenait ce médicament-là 1 semaine avant de partir, à chaque semaine pendant qu'on était là-bas, et 3 semaines au retour, donc pour s'assurer que notre sang soit chargé de cette molécule-là et que le parasite, okay, que le protozoaire Plasmodium, si on avait été piqué par un moustique, ben, on ne soit pas infecté. La carte du monde qui est là, okay, les pays en blanc, c'est les pays où il n'y a pas de cas de malaria. Okay, donc, il n'y a pas de cas de malaria parce qu'il n'y a pas le moustique. Okay, des pays souvent nordiques. Sensibilité à la chloroquine, donc là où la chloroquine fonctionne encore. Les pays en rouge, c'est où il y a de la résistance à la chloroquine. Puis les pays en noir, en Asie ici, sont même résistants à la mifloquine. Donc le parasite développe des résistances, donc il faudra trouver d'autres façons de s'en débarrasser, ou de se protéger du moins. Une chronique invité expert, encore une fois, je vous invite à aller la voir, c'est super intéressant. J'ai jasé avec un ancien étudiant que j'avais eu, Julien Prévost, qui est maintenant pharmacien, puis étudie à la maîtrise. Julien, donc, est venu parler avec nous des différents médicaments qui sont utilisés, entre autres, pour traiter la COVID-19, comment ça a changé la réalité, okay, au niveau des pharmacies. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, je sais pas moi, des pénuries parce que tout le monde s'est précipité à la pharmacie pour faire des réserves de médicaments parce qu'on avait peur qu'on manque de tout. Donc, c'est une belle chronique, bien intéressant. Julien, c'est quelqu'un de dynamique puis de divertissant à écouter. Donc, je vous invite encore une fois à aller voir cette capsule-là. Si vous avez des vers, okay, donc là, on s'éloigne de la bouche un petit peu, mais juste pour compléter le tour des micro-organismes. Donc, niclosamide ou praziquantel sont 2 types d'anti-helminthes pour se débarrasser des vers. Okay, donc, dans ce cas-ci, pour niclosamide pour les vers plats, donc on inhibe la production d'ATP chez le ver, tandis que le praziquantel perturbe la perméabilité membranaire. Combat en train, je n'avais déjà glissé un mot. Quand j'ai parlé des oxyures, okay, j'avais mentionné le fait que un de mes garçons avait eu des oxyures qu'il avait attrapé à la garderie. Donc, le Combantrain, c'est ce que nous étions allés chercher à la pharmacie. Encore une fois, tout le monde avait pris un seul comprimé. Okay? Donc, ça tue, paralyse les vers. Pourquoi moi, ma conjointe, on en avait pris aussi? C'est parce que si on a été contaminé soit en donnant le bain à notre enfant, okay, tu donnes le bain, puis ben, il ne veut pas s'il y a des œufs présents sur ses fesses, puis là, tu le mets dans le bain, les œufs se propagent dans l'eau, puis moi, j'ai les mains dans l'eau, puis si je me mets les mains dans le visage, dans la bouche par la suite, okay, ben, je pourrais me contaminer comme ça. Donc, on ne prend pas de chance, tout le monde prend le médicament, on lave la salle de bain, puis that's it. On n'a pas eu de problème par la suite. Puis, si vous êtes difficile, il y en a même à saveur de chocolat, n'est-ce pas merveilleux? Maintenant, okay, juste de façon théorique, là, comment fonctionnent les antibiotiques, entre autres, ou comment on peut vérifier la sensibilité de bactéries à certains antibiotiques, bien, on peut faire ce qu'on appelle un antibiogramme. Okay? Puis quand vous voyez CMI, là, c'est une étude de ce qu'on appelle la concentration minimale inhibitrice. Okay? Donc, par exemple, sur les images, l'image à droite, okay, ce que vous voyez, okay, ce qu'on appelle un e-test. Donc, e-test. C'est une petite bandelette qui est imbibée d'antibiotiques, mais dans des concentrations croissantes. Donc, plus on monte dans la bandelette, plus la concentration d'antibiotiques est élevée. Donc, vous remarquez justement que la zone d'inhibition prend toujours une espèce de forme comme celle-là. Okay? Et lorsqu'on arrive ici,
à la jonction, ça nous dit la concentration à laquelle la bactérie est soit résistante ou sensible. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'une bactérie qui est clairement sensible là, à 0,64, okay? Dosage d'antibiotiques, donc c'est très peu. Pour qu'une bactérie soit considérée résistante, souvent, il faut qu'elle résiste à 2 microgrammes par ml d'antibiotiques. Okay? Donc, cette bactérie-là, celle-là ici du moins, ce serait une bactérie qui serait sensible. Donc là, on ne sait pas, je ne sais pas c'est quel antibiotique qui est présent sur cette bandelette-là, mais la bactérie serait sensible à cet antibiotique-là. Donc ça, c'est pour faire une CMI, donc concentration minimale inhibitrice. Ce que vous voyez à gauche, c'est un antibiogramme. Dans le fond, vous avez des pastilles d'antibiotiques. Donc, la petite pastille blanche est imbibée d'antibiotiques. Dans ce cas-ci, on peut mesurer, disons, la sensibilité, mais ça va être moins précis qu'avec le e-test qui vous donne vraiment la concentration. Okay? Dans ce cas-ci, on peut savoir lequel des antibiotiques est le plus efficace contre la bactérie. Okay? Comme clairement, ces deux antibiotiques-là sont efficaces, mais celui-là ici, n'est pas efficace contre cette bactérie-là. Tandis que c'était le même antibiotique, là, ici, pour cette bactérie-là, il est efficace, mais pour la bactérie qui est sur la gélose ici, il ne l'est pas. Donc, dans le fond, pour déterminer laquelle ou lesquels des antibiotiques sont efficaces, donc on mesure le diamètre d'inhibition. Okay? Plus le diamètre est grand, plus la bactérie est sensible. Certains antibiotiques vont travailler en coopération, ou peuvent même se nuire. Donc, si vous regardez l'image qui est ici à droite, donc on a, encore une fois, un antibiogramme. On voit les diamètres d'inhibition de certains antibiotiques. Mais regardez ici, quand on voit des zones comme celle-là, donc normalement l'antibiotique fonctionne jusque-là, lui fonctionne jusque-là, mais en combinaison les deux, on augmente l'effet. Même principe entre ces deux-là. Vous voyez celui-là tout seul, là, il n'est pas si efficace que ça. Mais si je le mets en combinaison avec celui du centre, ben, ça augmente l'efficacité, donc j'ai un effet synergique. Fait que ça, c'est intéressant. Même ici aussi, là, il y a un effet synergique, on le voit. Donc, parfois, pour des bactéries qui sont résistantes, on peut faire des combinaisons d'antibiotiques et en attaquant sur plusieurs fronts, on peut, à ce moment-là, éliminer les bactéries avec plus d'efficacité. Par contre, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'effet antagoniste. Donc, on ne veut pas que les antibiotiques se nuisent un l'autre et que leur effet combiné soit moindre que leur effet individuel. Mauvais usage des antibiotiques. Je donne des exemples. C'est sûr que les antibiotiques, il ne faut pas en abuser. Normalement, un médecin ne devrait pas prescrire ça juste pour le plaisir, ne devrait pas le prescrire sans faire de vérification. Donc, par exemple, un enfant qui a mal à la gorge, on l'amène chez le médecin. Dans un monde idéal, le médecin va prendre un prélèvement au niveau de la gorge et s'assurer que l'infection est bel et bien causée par une bactérie. Si c'est bel et bien causé par une bactérie, prendre un antibiotique, ça peut valoir la peine. Mais si c'est un virus qui cause cette inflammation-là, prendre l'antibiotique ne servira à rien et peut même être contre-productif, peut provoquer peut-être des résistances aux antibiotiques. Donc, il faut faire attention à ça. Le petit résumé qui est là, en fait, c'est un long texte, là. C'est des sondages qui ont été faits en Australie, puis on vérifiait là, ce que prescrivaient les médecins contre certains types d'infections. Ce qu'on a réalisé, c'est que les médecins souvent prescrivaient des antibiotiques pour des maladies qui n'étaient pas bactériennes. Puis pour traiter certaines maladies, ils prescrivaient des antibiotiques qui ne s'attaquaient pas aux bonnes bactéries. Donc si par exemple, dans le cas des otites externes, sont causées principalement par Pseudomonas aeruginosa, qui est un bacille gram-, mais que l'antibiotique était prescrit et c'était un antibiotique qui s'attaquait plus aux bactéries gram-positifs, mais là, il y avait une perte de temps, perte d'argent, risque pour la santé du patient, parce que si on ne vous prescrit pas le bon antibiotique, parce qu'on n'a pas fait la vérification de la cause de cette infection-là, ben, le patient, lui, il continue à souffrir, ou il peut avoir des conséquences plus graves. Donc, il faut bien réfléchir à tout ça quand on utilise des antibiotiques. Les antibiotiques aussi, un des problèmes, puis, vous le voyez beaucoup dans les publicités maintenant, genre, je pense que c'est Stuart et W qui font des publicités puis qui disent que leur poulet a été élevé sans antibiotiques. Donc, les viandes sans antibiotiques, c'est un petit peu la mode. C'est bien, parce que les antibiotiques, si les animaux en consomment, ou bien ça peut se retrouver dans la viande, ou bien
ça peut entraîner l'apparition de bactéries résistantes chez les bovins, chez le porc, chez le poulet. Et là, ces bactéries résistantes-là, s'ils se retrouvent dans l'environnement, contaminent des êtres humains, bien là, nous, on va avoir des problèmes par la suite. On pourrait avoir des problèmes de résistance, donc de maladies dangereuses. Okay? Même principe, il y a eu des études en Chine là, où on utilise la colicine et la polymyxine en grande quantité là, pour l'élevage d'animaux. Puis là, il commence à avoir des problèmes sérieux de résistance aux antibiotiques. Puis les animaux, ben, ils tombent malades, puis on ne peut plus les soigner. Donc, comment ou quels sont les mécanismes de résistance aux antibiotiques? Vous avez l'image qui est là. Donc, il y a certaines bactéries qui vont produire des enzymes. Et les enzymes, dans le fond, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dégrader. Donc, si on regarde, par exemple, ici, puis même ce qui est en vert, c'est le même principe, là. Donc, vous avez des enzymes qui vont dégrader l'antibiotique. Donc, l'antibiotique arrive ici, se fait dégrader par l'enzyme qui est là. Même principe pour celui-là. Donc, c'est un antibiotique différent, entre dans la cellule. Les enzymes vertes dégradent ou emprisonnent l'antibiotique, donc lui nuisent. Ça rend la bactérie résistante. Mutation. Je vais donner un exemple. Supposons que on a un ribosome ici, ou une protéine bactérienne. Normalement, l'antibiotique arrive, se colle, j'allais dire, se colle et se plug en même temps. Ça fait un drôle de son, là. Donc, l'antibiotique va se coller dans sa cible, puis, dans le fond, va bloquer l'enzyme. Un petit peu comme on a vu tantôt là, pour... il y avait une animation là, sur les fluoroquinolones, je crois. Donc, ça, c'est la réaction normale. Mais s'il y a une mutation dans l'ADN de la bactérie et que maintenant, la protéine a cette forme-là, donc, l'antibiotique qui arriverait ne pourrait pas aller se fixer dans sa cible. Donc, une mutation dans l'ADN qui entraîne un changement dans la structure ou la forme de la protéine, bien, à ce moment-là, favoriserait la résistance de la bactérie. Les plasmides, référez-vous à votre chapitre sur les bactéries. On a expliqué ce qu'était un plasmide, mais on le voit ici. Donc, c'est un ADN circulaire indépendant, souvent porteur de gènes de résistance. Donc, on voit que sur le plasmide, le petit gène rouge qui est là, c'est lui qui a servi à fabriquer les protéines qui sont là, qui dégradent l'antibiotique. Le segment le segment d'ADN qui est là, sert à fabriquer les protéines qui sont ici, protéines qui détruisent l'antibiotique. Ou on pourrait avoir la petite zone grise qui sert à fabriquer la protéine qui est là. Et elle, on l'appelle la pompe à efflux. Cette pompe-là, à quoi elle sert? L'antibiotique entre, puis la pompe l'expulse. Donc, la bactérie n'est jamais vraiment affectée par l'antibiotique, elle est toujours expulsée. Donc, ça devient problématique. Donc, ici, on voit une autre image, une autre perspective de la pompe à efflux. Donc, la pompe à efflux, par exemple, sur une bactérie Gram-, il y a une première protéine qui passe à travers la membrane cellulaire. Il y a une protéine dans la zone ici où on retrouverait le peptidoglycane. Puis, il y a une autre protéine retrouvée dans la membrane externe. Donc, ça fait littéralement comme un tuyau qui permet la sortie de l'antibiotique. Les autres images, donc ça, c'est un résumé, mais il est en anglais, des différentes façons ou différents mécanismes où on a de la résistance aux antibiotiques, puis les différents sites d'action des antibiotiques. Donc, c'est une belle image résumée, même si elle est en anglais, je voulais vous la partager. D'ailleurs, il y a plein d'images là, pour la fin du chapitre. Là. Je vais les expliquer plus brièvement. Donc, la résistance aux antibiotiques. Regardez le nombre de décès annuels causés par cette résistance aux antimicrobiens ou aux antibiotiques. Donc, en Amérique du Nord, c'est 317 000 morts. Amérique du Sud, un petit peu plus. Europe, similaire à l'Amérique du Sud. Puis regardez en Afrique, 4 150 000. En Asie, 730 000. En Océanie, quand même un petit peu moins, mais c'est quand même un continent où il y a moins de monde, point. Donc, c'est un problème mondial. Je vous invite très, très, très fortement à aller voir le reportage de découverte. Il date d'il y a 1 an et demi, là, mais en fait plus. 2 ans. Je ne sais pas compter. Donc, allez voir ça. Super bien fait. Reportage sur Radio-Canada aussi. Il y a plein d'informations, gang. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ici, donc, quand la bactérie devient résistante, une espèce de les différentes étapes que peut suivre la bactérie. Donc, ça aussi, c'est un beau petit résumé. Quelles sont les cibles, à quoi s'attaque
les antibiotiques puis comment la bactérie devient résistante. Ici, ce que je trouve intéressant, ce qui est différent là-dessus, c'est que vous avez la date où l'antibiotique a été introduit sur le marché, donc utilisé les premières fois, et la date où on a vu les premiers cas de résistance. Donc, regardez bien. La pénicilline, donc on va dire 1943, où ça a commencé à être utilisé un petit peu plus largement. Puis c'est quelques 20 ans plus tard, en 1965, qu'on a commencé à avoir des résistances. Mais regardez la méticilline, découverte en 60, déjà 2 ans plus tard, il y a de la résistance. Vancomycine, on a vu 2 types de résistance apparaître. Il y en a une qui est apparue beaucoup plus tard, donc au moins 30 ans plus tard. Mais regardez, là, il y en a ici, là, découvert en 96, résistance en 96. Ça, c'est pas super. Déjà, quelques semaines, quelques mois plus tard, that's it, il y a déjà de la résistance. Donc, l'humain découvre des nouveaux antibiotiques. On en découvre moins qu'on en découvrait avant, mais on en découvre encore, mais les résistances apparaissent plus vite. Fait que ça, jusqu'à un certain point, ça peut devenir inquiétant. D'autres statistiques, je vous laisse jeter un œil là-dessus par curiosité, c'est intéressant. Même principe sur ces graphiques-ci. Ici, par exemple, c'est le nombre de nouveaux antibiotiques qui ont été approuvés. Donc, dans les années 80, on avait à peu près 16 nouveaux antibiotiques. Puis, année 2008 à 2012, c'est seulement 2 nouveaux antibiotiques qui ont été approuvés, découverts. Donc, on cherche, on fouille partout. Dans les forêts, même dans les océans, parfois il y a des poissons qui ont des molécules qui les rendent résistants aux bactéries. Donc, on essaie de trouver ces molécules-là partout, mais il y en a de moins en moins là, au niveau naturel. Fait qu'on se demande, est-ce que c'est la fin de l'ère des antibiotiques, disons, plus traditionnels? Parce qu'on voit l'arrivée de superbactéries. Le SARM, donc Staph aureus résistant à la méticilline, ERV, entérocoque résistant à la vancomycine, ERC, les entérobactéries résistantes au carbapénème, etc. Donc, il y a plein de bactéries qui sont de plus en plus résistantes et c'est un phénomène qui nous inquiète. Parce qu'imaginez, là, c'est pas juste quand vous avez une infection, oui, mais il y a beaucoup d'antibiotiques qui sont utilisés suite à une opération. Donc, pour éviter justement des complications, des infections. Puis si ces antibiotiques-là ne fonctionnent plus, bien là, on pourrait avoir un problème. Donc, ça, c'est d'autres images. Ici, je l'ai déjà mentionné, là. Vous lavez les mains à tous les jours avec un savon antibactérien, ce n'est pas la meilleure solution parce que les bactéries peuvent devenir résistantes. C'est un petit peu ça qu'on veut illustrer sur l'image. C'est que les bactéries attendent juste ça, qu'on utilise à outrance des substances antimicrobiennes pour favoriser l'émergence de bactéries résistantes. Parce que ce qui arrive dans le fond, là, les bactéries subissent des mutations de façon naturelle. Ce n'est pas le savon qui cause la mutation chez la bactérie. C'est que la bactérie, en se multipliant rapidement, ça se peut qu'elle fasse des erreurs dans la réplication de son génome, puis qu'il y ait une mutation, quelque chose qui se produise. Là, quand on prend des savons antimicrobiens souvent comme ça, ce qui arrive, c'est qu'on va éliminer les bactéries qui sont faibles, puis les seules qui vont survivre, c'est les bactéries qui ont subi une mutation et qui maintenant vont pouvoir prendre toute la place. Et là, plus elles sont nombreuses, plus elles sont difficiles à éliminer. Les lueurs d'espoir, les ninja polymères, c'est drôle. C'est une découverte chez IBM. Ils ont découvert que certaines molécules qu'ils utilisent dans d'autres procédés d'informatique, physique, etc., peuvent avoir un effet important sur les bactéries. Donc, ce sont des molécules qui vont détruire physiquement la bactérie et non pas chimiquement. Donc, les résistances sont plus difficiles à développer à ce moment-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Nouvelle molécule qui a été découverte aussi, acrylamine. Puis si je me rappelle bien, je pense que ça a été découvert au Québec ou au Canada. Juste aller voir pour vérifier. En tout cas, il faudrait que je lise l'article, là. Et donc, c'est vraiment une nouvelle molécule. C'est intéressant parce que, comme on vient de le voir, il n'y a pas beaucoup. En fait, c'est des Californiens, je pense, c'est ça. Ouais, c'est en Californie. Mais bref, peu importe qui l'a trouvé, là, c'est pas pour faire une compétition, là, pour faire du chauvinisme, là, que c'est juste les Québécois et les Canadiens qui trouvent tout. Là. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, c'est pas nécessairement des fois des façons traditionnelles de trouver des antibiotiques, mais on découvre l'être humain d'autres façons de les développer ou d'en produire nous-mêmes, d'en inventer des nouvelles façons.
Puis, on va finir par trouver toujours une façon de tuer les micro-organismes. D'autres lectures intéressantes, des vidéos aussi qui sont bien faites, qui expliquent le tout. Donc, résistance aux antiviraux, même dans les revues comme l'Actualité, sur Santé Canada, Wikipédia, des fois je l'utilise, c'est quand même une bonne référence. Puis, un texte intéressant sur quand vous avez une prescription d'antibiotiques, est-ce que c'est bien de terminer la prescription? Allez lire ça, c'est intéressant. Votre glossaire à compléter, donc pompe à efflux, spectre d'action antimicrobienne, juste 2 mots, pas trop compliqué. Donc, allez faire ça pour compléter votre étude. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous pouvez m'écrire. Laissez un commentaire sous la capsule vidéo, peu importe, je vais vous trouver et je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Bonne journée. Ah oui, avant de dire la bonne journée, n'oubliez pas, renforcement des acquis. Donc, faire peut-être un tableau que vous pourriez faire pour faciliter votre étude, etc. Puis répondre aux questions à la fin du chapitre. Là, c'est pour vrai, bonne journée.